Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous reparler de ma défonceuse sous table. Ça faisait quelques vidéos que j'en avais pas parlé. J'en ai beaucoup parlé dans toute une série de vidéos parce que je suis très content de l'avoir faite et je pense que ça a plu à pas mal de monde quand je vois le nombre de messages, de commentaires, de demandes de plans et puis de ventes d'ascenseurs et d'interrupteurs sur Amazon. Visiblement, ça a eu du succès. Quelques temps après avoir fait la vidéo de la construction de cette défonceuse sous table, j'ai eu un commentaire, je mettrai l'incrustation et je le citerai, de quelqu'un qui m'a mentionné un petit problème de sécurité éventuel sur cette machine. À cause de cet interrupteur que j'ai mis dessus, qui est un interrupteur bouton vert, bouton rouge assez classique, on-off. Simplement, il m'a précisé que cet interrupteur était juste un interrupteur normal. En l'occurrence, je l'avais acheté comme un interrupteur normal, donc j'avais pas eu grande surprise, mais il m'a expliqué la différence avec les interrupteurs qu'il y a par exemple sur la scie sous table. Pareil, bouton vert, bouton rouge, mais en fait avec une protection contre les coupures de courant. C'est-à-dire que là, quand la machine est allumée, s'il y a une coupure de courant, la machine s'arrête. Normal. Et si on ne prend pas la précaution de mettre sur off, quand le courant revient, la machine redémarre instantanément. C'est un interrupteur normal, comme je disais. Sauf que là, on ne parle pas d'une machine normale, on parle d'une défonceuse avec une fraise qui tourne à 15 000 tours minute. Si on n'a pas pensé à arrêter et qu'on se dit, tiens, bah, je vais changer la fraise, et que la machine redémarre à ce moment-là, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut causer. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça, je me suis renseigné, j'ai été voir ce qu'il m'indiquait, j'ai évidemment trouvé assez facilement la référence d'un interrupteur qui vaut évidemment un peu plus cher que ce genre de modèle. À l'époque, je crois que j'avais payé 14 € les deux, ces interrupteurs-là. Et là, j'ai trouvé un modèle à 24 ou 25 € qui remplit cette fonction. Voilà, donc je vais vous expliquer le branchement parce qu'il y a un petit détail qui n'est pas clair sur le schéma de branchement. Ouais, je vais vous expliquer le principe du fonctionnement et puis après je l'installerai, je ferai ça en accéléré pour que ça aille vite. Et puis on pourra voir le avant-après. Je vais vous faire voir le avant tout de suite. Comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors pour le test avant, ça va être simple, juste mettre en route la machine et couper, alors non pas le disjoncteur, mais je suis branché sur une prise multiple qui possède un interrupteur, donc ce qui reviendra au même. Donc j'allume, puis je coupe. Évidemment la machine s'arrête et le courant revient. Et de façon tout à fait normale, la machine redémarre. Voilà, ça c'est un interrupteur qui n'est pas sécurisé, qui ne détecte pas la chute de courant. C'est un interrupteur mécanique qui reste enclenché et qui donc remet du courant dès que le secteur revient. Voici l'interrupteur que j'ai acheté. Donc, vous voyez, ça ressemble, hein, bouton vert, bouton rouge, interrupteur de machine. Un truc en plus, c'est ce gros levier pour le off, le bouton d'urgence, et ça je trouve que déjà c'est un plus. Et ensuite, au niveau du branchement, il n'y a pas 4 cosses comme sur l'autre, mais il y en a une 5e qui est la petite cosse ici. Alors, mon branchement que vous voyez là, qui est juste horrible, c'est juste pour tester le branchement. Et après, je vais câbler ça correctement avec des cosses. C'est prévu pour mettre des cosses. Et en l'occurrence, il faut que j'aille en acheter, j'en ai pas pour l'instant. Donc, j'ai juste vérifié le câblage. On a 2 cosses en bas de l'interrupteur ici qui amènent le 220. J'ai relié ça à un bout de fil avec un interrupteur pour pouvoir simuler la coupure de courant. Il y a 2 grosses cosses à l'autre bout qui représentent le moteur que je simule par cette ampoule. Et la petite cosse, c'est en fait la borne, j'allais dire plus, mais il n'y a pas de plus, on est en alternatif, mais la phase de l'électroaimant, du relais qui est intégré dans cet interrupteur, qui doit être ce truc-là, un peu rond, là on imagine que c'est un bobinage avec un électroaimant dedans, qui doit être donc alimenté quand on allume le moteur. Ça allume certes la machine, mais ça met du courant dans l'électroaimant qui du coup maintient le contact. Et si le courant s'arrête, l'électroaimant n'est plus alimenté, le relais retombe. Tant qu'on n'aura pas réarmé le système, le relais ne sera pas réenclenché. Voilà comment ça fonctionne. Pour tester le fonctionnement, hein, je l'ai câblé comme ça vite fait. Si je mets sur on, la lumière s'allume. Évidemment le off fonctionne normalement. Je remets sur on. Avec cet interrupteur, je coupe l'alimentation. Évidemment, ça s'éteint. Je simule le retour du courant. Et là, ça ne s'allume pas. Il faut réarmer manuellement. Ça, c'est un interrupteur sécurisé. Et c'est donc ça que je vais installer sur ma défonceuse sous table.
Donc histoire d'être bien clair sur le câblage, hein, donc les deux bornes du bas ici, c'est l'arrivée du 220. Les deux bornes du haut, c'est ce qui va normalement vers le moteur. Ici, ça va vers l'ampoule. Et la petite cosse qui est à droite, la 5e cosse, plus petite que les 4 autres, c'est un côté de l'électroaimant. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas branché directement là-dessus. C'est comme ça. L'interrupteur, honnêtement, il est livré sans dock. J'ai acheté sur Amazon, bien évidemment. Je vous mettrai un lien si vous voulez aller voir la fiche technique. Et si vous voulez l'acheter, évidemment. Il n'y a aucune dock. J'ai cherché sur Internet, on trouve différents exemples de câblage. C'est comme ça que j'ai trouvé ça. Enfin, c'est ce que je pensais d'après le petit schéma que je vous mettrai en incrustation. D'après ce qu'on comprend sur le schéma, on voit bien qu'en fait, il y a un côté de l'électroaimant qui est branché ici, et l'autre côté de l'électroaimant qui est du coup dans le vide, qui est sur la cosse. Donc évidemment qu'il faut le relier sur la phase. Moi j'ai mis neutre à gauche, alors en bas non, je suis pas très clair, j'ai inversé neutre et phase, enfin c'est pas très grave parce que c'est une prise à l'autre bout, une prise plate, je peux la brancher dans n'importe quel sens, donc je ne sais pas où est le neutre et la phase, mais la logique ça serait d'avoir le neutre à gauche qui va ici et la phase qui va sur l'électroaimant, mais bon, un électroaimant ça marche, il n'y a pas de sens, hein, ça marche dans les deux sens. Donc il n'y a pas de neutre et de phase vraiment nécessaire dans ce branchement. Voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, bah, vous me poserez des questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et juste pour vous faire voir que c'est bien la même chose sur les machines sérieuses, je vais démarrer la scie sous table, je vais l'arrêter au tableau électrique, je vais remettre le courant et vous verrez qu'elle ne redémarre pas. Donc, je l'allume. Je coupe le courant, la machine s'arrête, je remets le courant est remis. La machine n'a pas redémarré. Et là, si je réappuie, la machine démarre. Voilà, et j'en profite pour faire une petite remarque sur cet interrupteur, sur cette scie sous table. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. J'ai fait un unboxing, je vous mettrai les liens, les réglages, tout ça. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette machine. J'en suis extrêmement content, j'ai dit plusieurs fois, je trouve que le rapport qualité-précision est très bon sur cette machine, peut-être sur d'autres aussi, mais moi c'est celle que j'ai achetée, donc je ne juge pas les autres, mais celle-là je peux dire que j'en suis content. Le seul petit truc peut-être que je peux lui reprocher, c'est ce bouton on-off, et surtout le off en l'occurrence. L'interrupteur est forcément bas, il est sous ce rebord qui fait un bon 15 cm. La machine pour l'instant elle est posée sur le trépied, vendu avec, et donc la machine n'est pas très haute. Il se trouve que moi je suis grand, je suis 1,87 m, du coup je trouve que l'interrupteur est très bas, très loin, et que franchement pour un bouton d'urgence, je suis pas sûr que ça soit génial. Donc je pense que je vais essayer de fabriquer un petit truc comme l'interrupteur que je viens de vous faire voir, une espèce de levier pour agrandir cette zone de bouton d'arrêt d'urgence, parce que si jamais un jour il y avait un problème, je vois bien, hein, quand j'essaye de l'arrêter, souvent je vais reprendre 3 fois avant de trouver le bouton, parce que je ne le vois pas, il est caché en dessous. C'est une petite remarque après quelques mois d'usage, enfin plus qu'un an d'usage d'ailleurs, et en effet, s'il n'y a que ça à lui reprocher, c'est pas grand chose. Alors là, il va peut-être y avoir un espèce de faux raccord, mais j'ai inséré cette séquence, puisque je ne vais pas fabriquer la palette, comme je disais, mais j'ai tout simplement acheté une palette. Et en l'occurrence, c'est sur les conseils d'un abonné, en l'occurrence Patrick alias Coluche, qui m'a donné le tuyau de cette palette imprimée 3D en vente sur Etsy. Je vous mettrai des liens accessibles si ça vous intéresse. Très facile à monter, 2 vis à enlever sur l'interrupteur. On glisse la platine noire derrière, elle est fendue d'un côté, ce qui fait qu'on peut la glisser sans du tout avoir à débrancher quoi que ce soit. Donc les fils restent en place. On remet en place et évidemment on remet les 2 vis. Donc c'est vraiment un fonctionnement très simple. Cette palette, franchement, c'est de l'impression 3D très qualitative. C'est adapté spécifiquement pour ce modèle de scie. Il y a d'autres références pour d'autres scies qui existent. Ça vaut 12,90 €. C'est frais inclus, ça vient d'Allemagne. Et c'est arrivé en 4 ou 5 jours, je ne sais plus exactement. Donc vraiment pas mal. 2 vis pour refixer dans le châssis. C'est des vis d'origine, il n'y a rien à changer. Et ensuite, il faut rajouter la palette. Cette palette, elle est livrée avec 2 vis tête hexagonale creuse. Mais en fait, j'ai pas eu besoin d'outils pour la fixer, juste avec les doigts. Ça se visse en fait dans la palette rouge. Et ça vient juste se glisser dans des trous sur le socle noir. Voilà, donc ça assure une charnière très simple.
Comme toutes les palettes, bah, c'est simple, hein, il y a le trou pour laisser le bouton on accessible. Et derrière la palette rouge, il y a une butée qui vient appuyer sur le bouton rouge pour faire l'arrêt d'urgence. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Juste 2 vis et c'est bon. Donc voilà, ça, je voulais fabriquer quelque chose, mais c'était vraiment pas la peine de s'embêter avec ça. J'ai d'autres choses à faire. Du coup, j'ai préféré cette solution d'un truc tout fait, que je recommande. Comme je disais tout à l'heure, ce bouton d'arrêt d'urgence n'est pas un bouton d'arrêt d'urgence, d'ailleurs je pense à l'origine, hein, c'est juste un bouton d'arrêt. Pour un bouton d'arrêt d'urgence, il faut éventuellement pouvoir mettre un coup de genou dedans pour l'arrêter brutalement. Bon là, pour la démo, je vais faire très mais en cas d'urgence, on fait comme on veut. Voilà, donc très bonne solution. Bon, voilà, j'ai été acheter des cosses. Je pense que je vais prendre celles-ci, qui sont des cosses isolées. Je ne sais pas encore comment je vais le fixer. En fait, il n'y a pas de boîtier, il y a juste une façade. Par rapport à l'autre qui avait une façade et un boîtier, celui-là n'a que la façade, il est fait pour être encastré en fait dans une machine. Moi, il va être fixé un peu à l'extérieur, je ne sais pas encore comment je vais le fixer, mais si jamais les cosses sont relativement accessibles, autant mettre quelque chose d'isolé comme ça. Je vais pas vous expliquer comment on dénude des fils et comment on sertit des cosses, je pense que c'est pas très intéressant, donc je vais faire tout ça en accéléré. Et puis à la fin, par contre, on vérifiera que tout fonctionne bien et que le positionnement est pratique sur la machine. Voilà, c'est parti pour le timelapse. Alors, les cosses, j'ai pris, comme je disais tout à l'heure, des cosses isolées. A priori, c'est la bonne taille, oui. La pince que je vais utiliser pour sertir, c'est cette pince de chez Stanley. Quand je regarde là-dessus, a priori, il y a 2 endroits pour faire du sertissage, ici et là. Ici, c'est marqué pour les cosses isolées et ici pour les non isolées. Donc ici, ce sont des cosses isolées, donc c'est là. La taille, je pense que c'est 2,5 ça, ce que je vois. Donc a priori, c'est bleu. Alors rouge, bleu, jaune, en fait c'est bizarre parce que j'ai des cosses rouge, bleu, jaune, mais en fait ça ne correspond pas au diamètre. Je ne sais pas à quoi correspondent les couleurs là-dessus. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Et donc j'avais dit que j'expliquerais pas ça, mais voilà. J'explique quand même comment on va sortir les cosses. Donc ça c'est mon fil qui arrive du secteur, qui évidemment n'est pas branché, hein, je vous rassure. La phase c'est ça. Entre ça et normalement, ça tient. Pareil pour l'autre.
Ok, donc ça c'est pour l'arrivée. Pour le côté moteur, c'est là qu'il faut que sur la phase, je fasse un petit pont pour aller sur la petite cosse que j'expliquais dans l'introduction. Alors j'ai préparé un petit fil, des cosses. La cosse pour l'électroaimant, je vais prendre cette cosse là qui n'est pas isolée, qui n'est pas recouverte de plastique. Parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de place sur le côté. Donc les deux cosses une à côté de l'autre, ça risque de se gêner. Donc ça c'est le côté neutre. Je mets la cosse normale. Et c'est là qu'il faut réussir à rentrer les deux dans la même cosse. Ok, ça rentre, sauf le plastique. Je vais couper un petit bout du plastique. Ok. Et celle-ci. Voilà. Je vais passer ça par là. Alors on a dit l'arrivée du courant en bas, ici et là. Le moteur ici et là. Et l'électroaimant. Alors il aurait fallu une cosse la taille en dessous, mais en fait à mon magasin de GSB, donc il n'y avait pas. C'était un peu pauvre. Voilà, avant de le fixer, je fais un test. Alors, je branche, j'appuie. Je coupe le courant, je rebranche, ça ne redémarre pas. Donc tout va bien, reste à mettre 2 vis et ça sera bon. Alors la conclusion de ce petit montage, bon, niveau bricolage c'était pas grand chose, démonter, faire une petite platine, quelques trous, quelques cosses et c'est réglé. Donc le sujet c'est pas la complexité du bricolage, le sujet c'est la sécurité. Quand j'ai fait cette vidéo pour réaliser cette défonceuse, je l'ai fait avec des informations que j'ai prises à gauche, à droite. Beaucoup de ceux que j'avais vus utilisaient cet interrupteur là et donc je suis parti là-dessus. La remarque qui m'a été faite m'a en effet alerté sur le sujet. J'avoue que j'étais pas sensibilisé à ce sujet-là, déjà parce que je suis dans une région, et comme dans beaucoup de régions en France, heureusement on a cette chance, il y a rarement des coupures de courant. Alors, par les temps qui courent, il y en a un peu plus, mais moi où je suis pour l'instant, il n'y en a pas eu. Donc le courant, il tombe pas souvent quand même. Donc le risque est faible. Il n'empêche que je pense qu'en effet, il est raisonnable d'adopter ce genre de bonne pratique. C'est une bonne pratique en fait, de mettre des systèmes sécurisés quand ça existe et que ça ne vaut pas non plus un prix incroyable. C'est quand même abordable, je trouve, pour avoir quelque chose qui au moins garantit qu'on ne va pas se retrouver dans des problèmes un peu bêtes. Donc moi je tenais premièrement pour moi déjà à améliorer le niveau de sécurité et puis surtout parce que je pense que quand on fait des vidéos et qu'on propose des choses, qu'on aide des gens à se décider à le faire, hein, comme je le disais dans l'intro, pas mal de gens se sont décidés à faire un montage similaire, parfois très ressemblant. J'ai même eu certains qui m'ont gentiment envoyé des photos, ce qui est très sympathique. Et ben, je pense qu'on a une sorte de responsabilité aussi dans ce que l'on dit et dans ce que l'on propose. Dès que j'avais été alerté, tout de suite, j'avais modifié la description de la vidéo pour mentionner ce problème et proposer une référence.
Il se trouve que pour moi, j'ai mis quelques mois avant de le faire, mais j'avais très rapidement mis la recommandation. Maintenant, la question, c'est qui va lire les descriptions des vidéos? Je ne suis pas sûr que les descriptions soient souvent lues. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, j'espère que ceux qui ont fait le montage, du coup, se sont abonnés à la chaîne, recevront peut-être la notification et du coup, iront voir cette vidéo. Je le souhaite pour eux. Après, oui, il faut remplacer un truc qu'on a déjà acheté par un truc qu'il va falloir acheter. Oui, comme je disais, ça vaut 24 ou 25 euros, je ne sais plus. Mais ce truc-là, moi, je ne le mets pas à la poubelle, hein. Clairement, il me servira à autre chose. C'est sûr que quand on est bricoleur, on aura forcément un jour besoin d'un interrupteur pour quelque chose de pas dangereux niveau sécurité mécanique, hein, électrique d'accord, mais avec une conséquence mécanique. Donc si c'est pour mettre des lumières ou je sais pas quoi, ça ira très bien. Donc ce n'est pas perdu, c'est réutilisable. Voilà. J'espère que c'est un sujet qui aura intéressé certaines personnes, qui aura peut-être attiré l'attention sur la sécurité de ce sujet d'électricité. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'électricité, donc faisons attention. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!